rester. Merci d'être resté, bravo. Mais j'ai trouvé qu'à part les moments dans le film où les gens riaient, ça n'a pas moufté. Il y a quand même 2h50 qui sont passées, effectivement, comme l'a dit Nathalie Richard, qui sont passées comme un souffle ou comme un songe, c'est vrai. Et peut-être, dans la mesure où Christine Laurent et Pascal Bonitzer, vous avez revu le film avec nous, peut-être vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, peut-être on pourrait commencer par l'impression que ça vous a fait, cette projection, ce que vous avez ressenti ou ce qui vous a sauté aux yeux en le revoyant. Ouais, d'abord, je suis un peu émue. Je trouve que le film est très long et en fait, c'est comme s'il suspendait le temps. C'est absolument incroyable. Les corps sont en lévitation. Et puis, on va de surprise en surprise. J'avais oublié tout, sauf des spots comme ça. C'est un film merveilleux qui parle beaucoup de Jacques. C'est-à-dire de sa façon de regarder le monde et d'y intervenir. Il y a un côté, au début, on est un peu perdu, on est comme... il y a un côté cadavre exquis. D'ailleurs, c'est comme ça que le film s'est fait, en fait, avec des apports de chacun. Bon, je suis très émue. Bon, moi, effectivement, c'est une expérience un peu particulière parce qu'en réalité, jamais je ne revois jamais les films et je ne revois jamais les films sur lesquels j'ai travaillé, donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Donc je ne l'avais pas vu depuis sa sortie. Et alors, d'abord, j'ai énormément aimé parmi les films de Jacques. Celui-là, je veux dire, j'ai été très très ému à la fin par le parcours des personnages, le parcours du personnage que joue Marianne, le personnage de Laurence, qui, bon, Laurence m'en parlait parce que c'est vraiment elle qui l'a apporté ce personnage, ça fait partie. Et chaque film de Rivette, je m'en suis aperçu je m'en suis pas aperçu tout de suite, je m'en suis aperçu plutôt à la fin. En fait, chaque film est un challenge. Il y a à chaque fois, en fait, il y a un défi impossible à relever, qui est jamais le même, de film en film. Et là, en l'occurrence, bon, c'est très clair, c'était le défi de la comédie musicale. Dans les conditions du travail avec Jacques, qui sont évidemment, on va en parler, des conditions tout à fait particulières. Et là, encore plus particulières parce que il y avait non seulement Christine et moi comme co-scénaristes qui donc écrivons au fur et à mesure quand même du tournage les scènes. Mais il y avait aussi il y avait Laurence, il y avait Marianne qui ont apporté aussi, il y avait Nathalie qui ont apporté aussi quelque chose de leur personnage. Alors là, plutôt, je pense, avant le tournage, il me semble, enfin voilà. Bon, par ailleurs, j'ai une très mauvaise mémoire, mais Oui. voilà. Mais avant de venir à la question de l'apport... Je vais juste ajouter une chose. L'atmosphère du film est très particulière. J'ai eu le sentiment, à travers l'atmosphère, il y a quelque chose qui n'est pas du tout d'époque, même de son époque. Il y a quelque chose qui fait penser un petit peu au film de la Nouvelle Vague, mais aussi, en fait, à un cinéma très antérieur au film de Renoir, au film du réalisme poétique des années 30. Enfin, il y a quelque chose de vraiment... quelque chose où plusieurs couches temporelles du cinéma sont comme mélangées dans l'atmosphère de ce film. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue cette fois. Pour le coup, ça serait alors
un apport du tournage, puisque c'était pas une volonté, j'allais dire, scénaristique. Ce sentiment que vous décrivez là, on le ressent du fait du Paris montré, filmé. Ça s'appelle le style, c'est la mise en scène en fait. Donc c'est pas prémédité. Non, ça, à mon avis, c'est... Bah, il n'y a jamais de préméditation. Enfin, je veux dire, il y a d'autant moins de préméditation qu'on est, on est embarqué. D'ailleurs, en fait, il y a une chose dans les films de Jacques qui fonctionne. Quand ça fonctionne, on est l'équipe, les comédiens, toute l'équipe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est assez particulier. Je crois qu'on voit presque toute l'équipe à l'écran. Même Jacques. Vous voulez dire toute l'équipe technique? L'équipe technique du film, par exemple Lady Mayas, dont je salue la mémoire, qui était la script, joue la vendeuse de hot dog. Même il y a la petite stagiaire assistante Sonia Tahala qui vend des fleurs, qui était en plus la babysitter de ma fille, ça me fait quelque chose à l'époque. Et bon, on voit Manu, c'est d'ailleurs Roland Descorses, c'est en fait Manu Descorses, c'était le. Voilà, enfin chaque. Bon, il y a Christine évidemment et il y a moi. Dans la bibliothèque. Voilà, il y a le fils de Christine, il y a moi sur le balcon, enfin il y a. Tout le monde est là sur l'écran. Bon, peu importe, mais c'est. Peu importe, parce que c'est aussi ce qu'on disait dans l'introduction, c'est-à-dire que la manière dont Rivette souhaite faire des films, c'est que tout le monde participe au projet. Enfin, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, on est en immersion. Et puis il faut entrer dans la danse. Comme... Et je pense que le public, enfin, je veux dire, ça fait partie aussi de la durée du film. Je pense que je pense que le public avec les films de Jacques doit être en immersion d'une certaine façon, parce que évidemment c'est pas des films qui, même s'il y a de l'intrigue, s'il y a des péripéties, c'est pas des films qui jouent sur l'action, sur le jeu, mais on est comme comment dire. En fait, la métaphore qui me vient, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est on passe dans le terrier du lapin et on arrive dans un monde dont les lois sont particulières et qui sont les lois de Rivette. Mais Lewis Carroll a été une inspiration revendiquée de Rivette. On pense bien sûr à Céline et Julie vont en bateau. En même temps, à cette époque-là, dans les années 90, la méthode de Jacques Rivette avait un peu changé, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'avait pas tourné le dos, mais disons, il avait cessé ce qui était une pratique récurrente chez lui, qui était l'improvisation, et il faisait davantage, je dirais, alors on essaiera de décrire comment, mais il faisait en sorte qu'il y ait davantage d'écriture, ou en tout cas, je ne sais pas quel mot employer, de scénario. Il n'empêche qu'effectivement, Laurent Scott, Marianne Denicourt, vous aviez déjà, alors l'une comme l'autre, vous aviez déjà joué avec Rivette, que ce soit dans La Bande des Quatre ou que ce soit dans La Belle Noiseuse. Est-ce que la manière dont Jacques Rivette vous impliquait dans vos personnages, vous l'aviez déjà pratiqué dans les films précédents que vous aviez fait avec lui, ou c'est sur celui-là que vraiment ça a pris cette dimension? C'est plus sur celui-là. Il avait un petit peu fait ça sur La Belle Noiseuse. Je devais choisir mon nom. Il m'avait impliqué. Mais là... En relation avec le frère aussi. Non? Voilà, ouais. Mais là, en fait, quand il m'a vu pour me raconter, il m'a dit « Je voudrais faire un film en été, filmer Paris, les jardins, que ça danse, que ça chante. » Et c'est tout. C'est tout. Et après, il y a eu des sessions de travail avec Christine et Pascal, Nathalie, puisque Laurence est arrivée, elle va le raconter avec sa propre histoire, où on parlait beaucoup, on donnait des idées qui étaient, d'une certaine manière, triées. Et il commençait toujours, c'était marrant, il ne voulait pas qu'on commence tout de suite à travailler, il y avait à peu près 1 heure, moi je garde un souvenir absolument ébloui de ces séances de travail. Et pendant 1 heure, on parlait de cinéma. Et parler de cinéma avec vous et avec Jacques,
c'était vraiment extraordinaire comme manière d'aborder le travail qu'on allait faire. Donc en fait, c'était assez cadré dès le début. On avait l'impression qu'on était très libre, mais il y avait une direction. Et voilà. Et il y a une chose, je me souviens, il y avait un petit carnet, et parce que ça me fait penser à ce film, ça me fait penser à lui, où il notait tout un tas de trucs, dont une citation de Nietzsche, je me souviens, qu'il m'avait montré ou fait lire. Et c'était ce qui compte, ce n'est pas la vie éternelle, mais l'éternelle vivacité. Moi, j'avais l'impression de travailler avec un jeune homme, quoi, qui sortait de l'école de cinéma et qui faisait son premier film. C'était génial. Effectivement, l'éternelle vivacité, c'est presque on pourrait dire le principe de base ou presque le mot-clé quoi, pour le film. Mais vous disiez, il y avait des séances de travail, c'est-à-dire c'est des séances de travail au sens où on l'entend, c'est-à-dire vous vous réunissiez chez quelqu'un ou dans une pièce et vous vous asseyez, puis comment ça se passe à plusieurs d'élaborer un scénario avec Jacques Rivette? Comme ça. Dans une pièce, comme ça. Oui. En général, ça se passait chez Christine. Mais On avait des devoirs, hein. Oui, On n'arrivait pas les mains vides. Alors, on arrivait avec notre manger. C'est-à-dire? Fallait qu'on ait des idées. Fallait qu'on trouve un métier, fallait qu'on trouve nos noms, fallait qu'on trouve des idées et qu'on les apporte à la séance de travail. On avait beaucoup, 2-3 par semaine. Et à la fin de chaque séance, on disait, maintenant cherchez telle et telle chose. Donc il disait, je dis, comment on fait pour trouver un... Il me dit, allez dans les archives de Libération, par exemple. Et voilà, donc on travaillait et on arrivait avec nos idées, avec nos propositions. Et des fois, ça ne lui plaisait pas du tout. Il disait, oh non, ça non, je ne vois pas. Puis quelquefois, il était enthousiaste et il sautait sur l'idée et qui était remis. Et puis à partir de là, tout était réinventé par Pascal Christine. Donc c'était une sorte de marabout bout de ficelle, ça veut dire que non. C'est-à-dire s'il fallait amener comme ça. Mais je pense que des gens qui travaillent sur un scénario travaillent un peu comme ça aussi. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'au départ, il vous dit voilà, j'ai envie de filmer Paris l'été, il y aura des filles. Ça suffit pour démarrer, ça? C'est-à-dire ça suffit pour construire des personnages ou les élaborer? C'est ce qu'il vous disait aussi à vous? C'était ça le contrat de départ? À partir du moment où il choisit déjà les actrices, il y a un lien particulier avec chacune. Et je suppose que dès la première rencontre, il y a comme ça, dans l'air, entre deux, le personnage qui petit à petit se dessine, se précise. En fait, on voit qu'ils sont très caractérisés, ces personnages, quand même. Ils sont très, très caractérisés, même en opposition les uns aux autres. Il y a la petite fille riche, Marianne, il y a la bibliothécaire adoptée, et la délinquante. Et il y a la délinquante qui continue d'être délinquante tout en faisant... Voilà. Et elles ont chacune... une personnalité très 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 forte et très vive, et puis alors pour le dire autrement, et puis elles ont chacune leur histoire au fond. Elles ont chacune une histoire particulière qu'on a. Alors je pense qu'on l'a trouvée je veux dire, on l'a pas inventé au fur et à mesure, ça. Ce qui est fait au fur et à mesure, littéralement, ce sont les scènes dialoguées. Elles sont écrites, elles ne sont pas improvisées. Elles sont écrites, mais au fur et à mesure du tournage. Et je dois ajouter aussi, et c'est vrai aussi, des chansons. Enfin, évidemment, pas celles de Enzo ou d'Anna Karina. l'escalier, par exemple. Voilà, etc. Ça, c'est... j'avais une ligne de points, il fallait que je remplisse. Et ça a été fait pendant le tournage. Et pourquoi c'est fait pendant le tournage? Parce que cette scène... Parce que c'est la loi. Non, parce que la loi chrétienne, c'est que s'il y a une personne qui a le droit d'improviser, c'est lui. Voilà, c'est tout. Et lui, il veut être tout frais, il veut découvrir, il veut être comme un enfant qui découvre ses jouets, et il organise le jeu à partir de là. C'est ça, donc vous écrivez un scénario au fur et à mesure sans dialogue,
Ah Non, non, non. non, On n'écrit pas de scénario. Non, Il y a un ce canevas. qui existe avant, il faut bien un plan de travail, donc il y a un canevas, il y a une description sommaire, disons, de ce qui se passe dans les scènes. Voilà. De façon à ce que les décorateurs, enfin, je dirais, ce qu'il puisse y avoir un plan de travail. Mais les scènes elles-mêmes sont écrites pendant. Je pense que c'est maintenant qu'il faut parler de Laurence. Parce que là aussi, il y a eu comme une surprise pour toute l'équipe qui était déjà en train de travailler, en train d'organiser des choses, en train de chercher des décors. Soudain, elle arrive avec un scénario, le sien. Alors, d'où il sortait ce scénario et comment... T'as pu l'incruste un peu. C'est vrai. Non, enfin, moi, j'avais eu la chance de tourner... Personne s'en est plaint. J'avais tourné La Bande des Quatre, donc avec Jacques, et j'en gardais un souvenir très fort parce que c'était ma deuxième expérience de cinéma. Et je me souviens de Pascal et Christine. On tournait dans une maison, pour ceux qui ont vu le film, et vous étiez dans une pièce. Et le matin, ils arrivaient avec tout chaud, les scènes en tout cas, écrites. Et on les apprenait le matin et on les tournait l'après-midi. Et je me dis, là, ça déjà, j'y arriverai plus maintenant. Ça me stresserait de ouf d'avoir le texte de 8 avant de tourner. Donc c'était assez magique déjà de pouvoir faire ça. Voilà. Mais le stress, c'était pour tout le monde. Ah oui, j'imagine. Mais là, moi, avec la mémoire, j'aurais trop peur. En plus, c'était des gros plans séquences. C'était pas une petite scène avec 3 phrases, quoi. Donc, c'était, voilà, quand j'y pense, c'était... Bon, voilà. Et quand, quelques années après, j'avais écrit une histoire, qui est celle du film, et je me suis dit, mais à qui je pourrais donner ça? Parce que je ne me sentais pas de réaliser, en fait. Je me suis dit, la seule personne à qui je pourrais faire lire ce sujet, puis peut-être éventuellement faire un film, peut-être développer une histoire, enfin voilà, ça serait Jacques. Donc je l'ai appelé, en plus c'était quand même compliqué d'appeler Jacques, mais je suis... Vous voulez dire que c'était compliqué de le joindre? De le joindre. Il y a tout un rituel et tout, mais bon, ça devait se faire parce que c'était à une époque où je pouvais le joindre au téléphone. Et il m'a dit, d'accord, voyons-nous, je lui donne le texte. Je lui raconte déjà l'histoire avant de lui donner le texte. Et là, elle me dit, ouais, je sais pas, parce que je suis déjà en train d'écrire un film, en fait. Qui était celui-là. Ils commençaient, ils avaient déjà... Donc, j'ai un pincement quand même au cœur de jalousie, où je me dis, ah ouais, il fait un film et je suis pas dedans, ok, d'accord. Bon, l'actrice, on s'en fait pas. Et je fais, ah bon, là, je comprends, ouais, je comprends, bon. Il va faire peut-être le prochain, quoi, on verra. Et puis, il me rappelle, quelques semaines après, j'imagine, peut-être que vous en avez parlé, je ne sais pas comment ça s'est passé après. Je pense que... Ouais, voilà. Et il vous a fait lire, enfin, je ne sais pas si c'est... Et il me dit, en fait, j'ai réfléchi, j'aime bien cette histoire, parce que, comme c'est une pierre triangulaire, mon histoire, ben, ton personnage traverserait ce triangle, comme ça, sans jamais rencontrer le personnage de Nathalie et de Marianne. Et ça ferait une espèce de diagonale dans l'histoire, et ça j'aime bien. Voilà. Ça sera la flèche, ton histoire qui traverse cette histoire, avec forcément, j'imagine, des résonances qui devaient lui plaire sur le côté, j'imagine, quête, parce qu'il aime bien ce côté un peu quête en fait. Voilà. Et donc au final, j'étais vachement contente parce que j'étais dans le film, quoi. Voilà. Et le prénom Ida, par contre, c'est Pascal, hein, parce que moi, j'avais pas spécialement trouvé de prénom. Et alors, au début, je me dis, ah ouais, Ida, c'est... Voilà. Et puis, Ida, identité, hein. Et puis après, ça m'a vachement plu, parce que j'ai lu plein d'articles sur Ida Lupino. Donc, peut-être y a pensé aussi. Qui était une première femme réalisatrice, quand même. Voilà. Donc, j'aime bien le prénom. Mais c'est vrai, sur le moment, je connaissais pas. Je dis, ah ouais, Ida, c'est un peu dur, Ida. Je sais pas, voilà. Voilà. Et l'idée, justement, à propos de votre personnage, de l'apparition de Jacques Rivette dans le film au début, ça c'était aussi... Ah ben ça c'était cadeau, hein, parce que Jacques, il tourne...
moi, je suis pas sûre qu'il tombe beaucoup dans ces films, ou à Hitchcock, peut-être, des apparitions comme ça. Dans Jeanne la Pucelle, il a joué Voilà, il fait voilà, Un rôle important. un rôle important, mais du fait des circonstances. Oui. Et, Mais ouais. Mais c'est vrai que ça Mais reste c'est vrai que quand même... c'est vrai que c'est pas systématique Non, du tout. c'est pas c'est pas- systématique. Et du coup, quand elle a dit, j'aimerais... Enfin, c'est toi qui m'as dit... J'ai souvenir que c'est toi qui m'as dit que ça serait Jacques qui ferait ce monsieur-là au début, il me semble. Ouais, et j'ai trouvé ça incroyable. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais pas imaginé... qu'il dirait, je vais jouer dans le film, quoi. Voilà. Donc, c'était un cadeau, en fait. Mais donc, chacune d'entre vous amenez en quelque sorte au pot commun des idées sur le personnage de chacune, mais en même temps, vous en tant qu'actrice, et donc détentrice ou en tout cas travaillant sur son propre personnage, quelle connaissance par exemple vous aviez, j'allais dire, des personnages masculins? Le personnage de Roland ou le personnage de Lucien, donc joué par Bruno Todeschini ou André Marcon, qu'est-ce que vous saviez du rôle de ces... que les mecs. Oui, c'est ça. Nous, on savait tout et eux ne savaient rien. Oui. Parce qu'en fait, ça a été élaboré entre nous aussi. Le garde du corps de Louise, le rôle d'André, tout ça, c'est nous qui l'avons décidé. Les hommes ont été utilisés. Manipulés, même. Presque. C'est un cinéaste qui aimait les actrices. Oui, oui. Donc, effectivement, eux, par exemple, dans certaines scènes où André Marcon joue avec vous, vous en savez en tant que personnage plus que lui sur votre personnage. Ou est-ce qu'au moment du tournage, il y a quelque chose s'est rétabli d'une égalité ou... Oui, parce qu'on avait les scènes au même moment et on les a... Oui, mais parce que c'est beaucoup des chorégraphies à deux. Donc, à partir du moment où la scène existe, ils sont complices et c'est comme s'ils savaient tout ensemble depuis le début. C'est ça le miracle du film. C'est là où les... Ouais. Mais dans les chorégraphies, je pense par exemple à Nathalie Richard et André Marcon, je trouve qu'on voit à la fois qu'il joue le jeu, qu'il danse et tout, et qu'en même temps, par-delà ou à côté ou avec les personnages, il y a les acteurs et les actrices qui se retiennent de rire ou de se sourire parce qu'ils sont à la fois ravis, gênés de la situation, et que je trouve qu'on voit sur leur visage quelque chose de l'étrangeté pour eux de la situation. C'est un documentaire sur eux, dansant, chantant, oui. c'est ça qui est très beau. Ah oui, ça se voit, je trouve. C'est-à-dire, évidemment, il y a quelque chose qui pervertit complètement les règles habituelles de ce que c'est censé être une comédie musicale. A priori, une comédie musicale, c'est chorégraphié, millimétré, que quand on arrive sur le plateau, tout est absolument... tout doit être absolument nickel, et tout est... Et là, il y a ce côté dernière minute. Non, enfin, vous avez quand même travaillé avec... On a quand même travaillé avec Caroline Marcadet en amont. Pas mal, hein. Mais il pouvait avoir envie de changer les choses. C'est-à-dire, c'est pas évidemment, les trucs ne Non, sont mais pas improvisés. Hein, Pascal a raison, c'est le côté dernière minute qui est bouleversant. C'est comme si c'était en train, à la dernière minute, de surgir. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés, toi aussi, je suppose. Tout à coup, ça se met à danser, on ne sait pas comment, par où. Ça se met à chanter, on ne sait pas. On avait quand même répété. J'avais oublié le club du suicide, par exemple. Ah oui, sais alors pas ce moi que je peux non, faire. Stevenson. Ouais. Il y a ça qui est venu dans Ça, c'était en dans le préparation, travail. ouais. C'est tout d'un coup, il a eu envie qu'on parle de Stevenson. Club des suicidés. Ouais. Bon, qui est fake, hein, c'est un club du suicide fake. Oui. Non, moi, Mais donc, il y a eu... Belle aussi. Donc pour la danse, pour les danses, il y a eu des répétitions, vous avez travaillé, vous avez... Oui, on a répété. Il venait, d'ailleurs, il venait nous voir répéter. Et puis, au moment de tourner, il pouvait changer des choses. Parce que par rapport à... Voilà, tout d'un coup, ça lui plaisait pas. Il avait envie de tels gestes par rapport à son cadre. Enfin bon, il aime les corps. Donc, il filme très large et en plan séquence. Mais il pouvait changer, mais quand même, on avait répété, oui. Parce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, le moment de la scène, la séquence de l'escalier. On voit bien que c'est chorégraphié. C'est-à-dire que vous êtes synchrone l'une avec l'autre, même s'il y a des différences dont vous jouez. Là aussi, on vous voit. Je trouve qu'on vous voit
rire en même temps que danser, quoi. Mais en tout cas, on voit bien que c'est préparé, c'est travaillé, et en même temps, vous disiez, donc j'imagine c'est de vous, alarmé, c'est... Voilà. Hein? En l'occurrence, Oui, voilà. Et que ça, c'était sur le vif, sur le moment qu'il a fallu écrire les paroles. non, pas sur... Non, Enfin, en tout cas, là, peu avant. Il faut s'entendre. Hein. Quand C'est je dis au compliqué fur et à de mesure, se- ça ne veut pas dire que c'est écrit le matin pour... enfin, que c'est écrit, disons, à l'aube pour tourner le matin. Surtout les comme ça. Surtout, évidemment, les chansons. En l'occurrence, cette chanson, effectivement, j'avais une ligne de points, disons, pour remplir les blancs. Les blancs, donc voilà, mais c'était, je sais plus, c'était quoi, une semaine avant qu'on les tourne, ou quelque chose comme ça, ou quelques jours, enfin voilà. Ce qui leur a permis de Mais le côté, d'apprendre voilà, et de savoir se caler. le côté dernière minute, alors évidemment, il y a ça aussi, le fait, c'est, disons, on est dans le registre de la comédie musicale, mais dans une comédie musicale aussi, en principe, les décors sont... c'est rarement des décors naturels, c'est des décors de studio pour que ça marche. Là, évidemment, vous aviez répété avec Caroline, mais on voit bien que c'est des décors naturels, donc il faut s'adapter aussi à la dernière minute. C'est des décors naturels qui sont de la maison, de la tente, et surtout, drôle de décor naturel, un atelier de décor. C'est vrai. Où on danse sur Paris. Qui était l'atelier du chef d'écho du film, savoir Manu de Chauvigny. C'est Roland Décor, en fait, sa boîte s'appelle Manu Décor. Et Laurence... Et d'ailleurs, on voit, parmi les canevas, les peintures qu'on voit, etc., c'est beaucoup des trucs de Jeanne Lapucelle. Oui, bien sûr. Les dessins au sol, ou quand elle est au balcon et qu'elle regarde et qu'il lui dit, la France d'il y a longtemps, ce sont des décors en quelque sorte recyclés du film précédent. Quand vous avez travaillé donc avec... Moi, j'étais arrivée avec mon idée de vertigo. Ah oui, Oui. l'idée que votre personnage aurait le vertige, Elle a le qu'il vertige. tomberait... Oui. Et ça ne lui avait plu. Ça ne lui avait plus. Voilà. Et l'idée de la thérapie choc, donc justement avec le Club des Suicidés pour soigner le vertige, Ça, c'est Jacques qui est arrivé avec Stevenson. Et... Ouais. Je sais Ouais, plus. oui, Je me souviens Stevenson, aussi du je film pense. de l'amnésique, là, le super film de Cronenberg. J'ai souvenir de ça aussi. Avec Christopher Walker. Walker. J'ai souvenir qu'on avait été amnésique et on parlait de ce film. Il était amnésique et pas amnésique, il avait Exact, les visions. voilà, il c'est avait ça. les visions. J'ai souvenir de ce qu'on avait Dead Zone. parlé de ce film. Dead Zone. Ouais, Dead Zone. ouais. Voilà. Voilà. Mais alors, vous, dès le départ, comme vous disiez, et on le voit ô combien dans le dernier plan du film, hein, c'est pour ça qu'il fallait faire une discussion après le film, c'est pas possible, il fallait que tout le monde ait vu ce dernier plan, c'est-à-dire le moment où vous tracez, le moment où vous filez tout droit. Donc ça, effectivement, on comprend beaucoup de choses. Je me Ça, c'est la semble-t-il. fin de Jacques, je tiens à préciser, Oui. par contre. Oui, oui. Parce qu'on s'est posé la question de est-ce qu'elle dit à sa mère que c'est sa mère, ou est-ce qu'elle ne dit rien. Et Jacques, lui, pour le coup, c'est son film, hein. Voilà, même si j'écris l'histoire, il a dit non, pour moi. Et là, il m'a cité un film que je crois que c'est... Je sais plus le titre du film, où il y a, je me souviens de la fin, c'est l'homme part avec l'enfant au fond de la mer. Il y a une tempête un peu, et il part... Moonfleet. c'est voilà, Moonfleet, les flibustiers de Moonfleet, Oui, voilà. les contrebandiers de Moonfleet. Voilà, les contrebandiers de C'est ça. Moonfleet. Et il m'a dit, je vais faire une fin comme ça, où l'enfant ne sait pas. Mais je veux pas que ça se sache. Je préfère une fin ouverte. Mais Je sais pas si c'était ça votre question, mais c'était... Alors voilà, c'était Non, c'est là pas- c'était sa oui. patte, pour le coup. Il tenait vraiment pas à ce que les choses se disent. non, c'est pas exactement ça, mais, Ah, pardon. mais non, mais parce que je voudrais qu'on reste un instant sur ce dernier plan, parce que moi, la vision que j'ai de ce film, alors je me tourne entre autres vers Pascal Bonitzer, mais c'est, je me dis, c'est un film résolument anti-psychanalytique. Oui, c'est ça. Parce que le fait qu'elle ait vu sa mère, il y a un poids qui lâche.
Il n'y a pas besoin de se parler. Voilà. Plutôt qu'elle ne s'accroche à l'idée d'une origine, qu'elle la trouve absolument, qu'elle la nomme, et j'allais dire, elle s'en détourne et elle va tracer. Et elle va tracer sa route et en positif, c'est plutôt une fin ouverte et positive. Moi, je la vois tout à fait comme ça. C'est comme une libération. Quelque chose qui est une libération, qui est de l'ordre de la joie et non pas de la panique. Tout à fait. Et le personnage de Marianne Denicourt, finalement, elle tient elle aussi son père à distance, puisque Laszlo Zabo n'existe que par la voix du téléphone, on ne le voit littéralement jamais dans le film, et vous le tenez comme ça à distance, jusqu'à lui raccrocher un peu au nez, mais il y a cette idée, et puis, à la fin, elle déchire tous les papiers qui permettraient de reconstituer en quelque sorte un problème, une trace, une origine, un passé. Et donc là aussi, il y a une manière, les personnages ont une manière de brûler leur vaisseau pour avancer, que je trouve, c'est pour ça que je dis anti-psychanalytique, parce que... Moi je trouve pas, mais ça, oui, mais c'est pour ça que je me tourne vers vous, mais je trouve qu'il y a une manière, disons, de régler par l'énergie, par l'action, par la danse, le fait d'avoir du jarret ou du mollet, fait que finalement, on peut donner un coup de pied ou un coup de talon au fond de la piscine et aller de l'avant plutôt que de voilà. Moi, je me souviens que Il y a c'est aussi un de côté papier. moral aussi, quand même. Il y a aussi un côté moral. C'est-à-dire La façon dont sont résolus les problèmes de chantage possibles, c'est bon. Oui. Y a pas Et de chance. puis, aussi, celle qui est devant, bien posée en carré, comme un jeu, devant tous ces billets, c'est à elle de décider ce qu'elle fait. Bon. Oui, il lui dit, il lui renvoie sa phrase, il lui dit je ne suis pas à ta place. Change de vie. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, je pense que presque la clé est donnée au tout début, quand Nathalie Richard est dans les toilettes avec le garçon, et elle lui dit si je veux, je change de jeu. Oui. J'y veux, bien sûr, mais si je veux, je change de jeu. Et on a l'impression que c'est toujours possible pour les jeunes femmes, plus que pour les hommes. Mais pour les jeunes femmes, c'est toujours possible de changer de jeu, de changer de registre, de changer de vie, de tracer tout d'un coup, de se détourner du passé, d'aller vers l'avant. Et vous vouliez dire aussi par rapport Oui, je me souviens que cette histoire de papier, c'était à ce moment-là que j'ai appris l'origine, enfin le sens de ce terme, c'était le MacGuffin. Ah oui. Il y avait toute une séance et qu'en fait, il en avait juste besoin. Il avait besoin pour raconter l'histoire, pour faire avancer. Et d'ailleurs, vous parliez beaucoup d'Hitchcock, quoi. La clé d'Hitchcock dans Notorious, c'est le MacGuffin, et l'histoire des papiers, c'était le MacGuffin. Donc, je ne sais pas si c'est psychanalytique ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de psychologie. Il y a de l'énergie, il y a du corps, il y a de la vérité, et en même temps, il est austère, Rivette, enfin il était malheureusement, assez austère, très droit, très intègre, et en même temps enfantin et joyeux. Et tout ça cohabitait complètement. Et je trouve que ça se voit dans tous ses films et dans sa personnalité. Et c'est très rare et assez magnifique. Parce qu'il a une austérité qui n'est pas triste, quoi. C'est unique, je trouve. D'ailleurs, pendant les scènes, pendant le filmage des scènes, je trouve d'ailleurs l'image magnifique de Christophe Pollock, qui n'était pas son chef-op habituel, Willy Uchansky. Christophe Pollock, dont je salue aussi la mémoire, puisqu'ils sont partis tous les deux. Je me souviens que pendant les scènes de danse, par exemple, dans les boîtes, quand la caméra tournait, Jacques était derrière et il dansait. Il n'avait pas ce truc du metteur en scène qui est figé derrière en train de regarder. Non, il dansait derrière la caméra. Et la première chanson de Enzo, là quand elle chante Les naufragés volontaires, c'est comme ça en passant quand même un tour de force en termes de timing, puisque c'est un seul plan, que quand même la caméra voit du pays, parce qu'elle se déplace de la scène à la salle, on va à la coulisse, il y a plusieurs personnages qui entrent, qui sortent, et comme par magie, le plan se termine quand la chanson se termine et vice-versa. C'est-à-dire qu'il
il y a une façon de retomber sur ses pieds. À la fois, quand ça commence, on se dit, oh là là, ça va pas se retrouver. Et puis, sans forcer. C'est une chorégraphie générale. Oui, il y a une chorégraphie générale du plan séquence, là, qui est absolument, c'est peut-être l'autre point avec Hitchcock, là, d'un coup, c'est que quand l'un et l'autre faisaient un plan séquence, il était absolument irréprochable. Non, la chose à laquelle je pensais par rapport à votre personnage, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 filles, mais c'est en quelque sorte toujours 2 plus 1. C'est-à-dire que par exemple, il y a une riche et 2, disons, précaires, mais il y a aussi votre personnage qui fait bande à part, puisqu'elle ne rencontre pas les 2 autres. Est-ce que ça vous a frustré finalement de ne pas être dans la danse? Que votre personnage ne soit pas, à un moment ou à un autre, l'histoire ne s'arrange pas pour que vous aussi, même si, encore une fois, il y a beaucoup de danse ou de chorégraphie dans le simple fait de se déplacer dans un appartement chez Rivette, donc il y a de la danse, j'ai l'impression pour tous les personnages, mais la danse manifeste telle qu'elle s'incarne ici, est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous aviez envie et qui n'était pas possible? Alors, non, j'avais pas spécialement envie à ce moment-là de danser ou de chanter, mais par contre j'ai essayé aussi de grappiller un peu pour être... Parce que j'ai souvenir la scène où Nathalie en mobilette, là, elle va porter des fleurs. Moi je sais pas pourquoi j'étais sur ce tournage ce jour-là, je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais venue voir, parce que j'étais venue voir aussi quand tu dansais par Montsouris, donc je suis venue, voilà. Et j'étais là, Jacques, je peux pas... Allez, je passe dans le plan, j'en sais rien, je pense que j'ai dû essayer de gratter un peu pour être dans le plan, mais il disait non, que ça rencontre. Vous avez réessayé de taper l'incruste. J'ai réessayé, mais non, il voulait pas... Non, mais c'était plus histoire de rire, parce que moi, en plus, avec Nathalie, on avait fait la bande des cas, donc c'était... J'avais envie un peu de... Voilà, parce que j'ai des photos, on avait hyper froid, et ça caillait ce jour-là, puis elle était un petit chemise, donc on avait des photos, c'était un show comme ça, mais... Non, lui tenait quand même à ce que ça se rencontre pas, quoi. Puis Jacques, la force de Jacques, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on fait ce qu'on veut, d'une certaine manière, parce qu'on est très libre, mais en fait, non, on fait pas ce qu'on veut, et c'est lui qui sait, quoi. Alors, il peut nous laisser cette impression comme ça de... Voilà, qu'on a cette sensation de liberté qu'on avait déjà dans la bande des 4, hein, parce qu'on avait aussi inventé nos prénoms, nos histoires personnelles et tout ça. Mais c'est bien le film de Jacques, c'est-à-dire que lui, voilà, après, c'est lui qui sait si elle se rencontre, si elle se rencontre pas, comment ça finit, enfin voilà quoi. Il est très en ouverture, mais il sait les choses, quoi. Voilà. Oui, lui aussi, c'est la folie. Oui, voilà, il a sa ligne, on voit sa patte, quoi, puis surtout le montage aussi après, qui est son endroit de prédilection, je crois. Voilà. Oh, il aime bien le tournage. Oui, il aime bien tout, oui, mais je veux dire, là, au montage, il est tout seul, quoi. Pour le coup, il n'a pas les actrices qui essayent de gratter. Avec Nicolas Lepin. Voilà, avec la monteuse, évidemment. Le monteur, évidemment. Nicole. C'est un grand manipulateur. En résumé. Ça, il faut expliquer un tout petit peu, pas en résumé, il faut expliquer un petit peu. Non, mais comment s'organise? En principe, on vient de vous l'expliquer. les metteurs en scène sont assez manipulateurs. Ah oui, mais comment s'organise la manipulation? Dans quel but? Parce que, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il dit quelque chose du but qu'il vise? Mettre tout le monde en état de déséquilibre. Mettre toute l'équipe, les comédiens, les scénaristes, tout le monde en état d'équilibre instable, et sa manière de prendre à sa façon le contrôle sur tout ça. Oui, c'est sa méthode. Donc on est tous dans effectivement le stress de se casser la gueule, de ne pas y arriver, Bon, moi personnellement j'adore ça, enfin je veux dire j'adore cette façon de travailler parce que d'abord je suis paresseux et le fait de faire les choses à la dernière minute ça me convient idéalement, mais c'est vrai que c'est un truc un peu risqué. Il y a des scènes qui sont plus ou moins comme ci, comme ça, des trucs, bon. Mais c'est
au bout de la chaîne, il y a Jacques qui est là et qui se sert de de ce stress général, de cette situation d'équilibre instable ou de précarité dans lequel tout le monde, vraiment tout le monde, depuis la... Et en même temps, c'est vrai qu'il est manipulateur, absolument. Peut-être que tous le sont, très probablement. Mais lui, il est généreux. C'est-à-dire que tout nous est rendu. Tout nous est rendu. C'est-à-dire ce qu'on veut lui donner à tout prix, de toutes nos forces, on veut faire du mieux qu'on peut, eh bien, il le transcende un peu. C'est-à-dire que, je sais pas, tous les scénarios sont magnifiques, les actrices chez Rivette sont toujours... c'est toujours des personnages magnifiques, filmés avec amour. Et donc c'est un manipulateur qu'on accepte parfaitement d'être manipulé, quoi. Oui, En consentant. On consent. Vous consentez à la manipulation. Mais, donc pour le coup, j'imagine que le moment où les uns comme les autres, que ce soit les scénaristes, les actrices, les acteurs, avaient... Enfin, vous savez quel film vous avez tourné, c'est au moment où vous le voyez. Parce qu'il y a des pans entiers du film que vous devez découvrir, non au moment de la vision, des personnages, des situations, ah, c'était pour ça, par exemple, j'imagine que c'est au moment du film... Bien sûr, puis en plus, comme on n'a pas lu de scénario et pour cause, parce qu'il se travaille au fur et à mesure, on découvre on découvre, voilà, le film. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Et peut-être après je vais vous donner la parole tout de suite, mais une dernière chose, parce que je sais pas, donc je vous pose la question, c'est qui l'acteur qui joue le personnage d'Alfredo Garcia? Wilfried Benaïch. Et parce qu'il est, il a une diction et une manière d'être absolument géniale. Vous saviez, enfin lui, qui il est, d'où il venait, c'est un acteur professionnel. Ah oui, oui. Tout à fait. C'était du théâtre. Oui, théâtre, télé. Beaucoup de télé. Télé. Parce qu'il a une présence et une prestance, et puis même... Il a une touche. Il a une touche. Hein. Il a une touche. Mais Même une dégaine. ce que je trouve bouleversant, là aussi, en le revoyant, c'est la voix du père. C'est... La Sosabo. Ça va droit dans le ventre. Ah oui, parce qu'on... Oui, oui. Je sais pas. Mais parce que la voix de la Sosabo a toujours été cette voix Oui, vibrante. elle rappelle des choses parce qu'on le connaît, Voilà. mais en même temps, où il est, enfin, je sais pas, c'est très très beau, c'est une belle idée. Et je trouve que c'est une magnifique idée parce que la voix de la Sosabo fait que on comprend qu'il aime très sincèrement sa fille. Absolument. Il est très préoccupé de son bien-être. Et même si on comprend dans l'intrigue que ça a été un type avec les mains pas très propres, on sent que sa relation avec sa fille est absolument, une relation d'amour. Et que lui, il l'aime vraiment, et ça passe entièrement par la voix de la Sosabo. C'est sûr que ça passe pas par autre chose. Et non, puisque sinon il est un combiné tout blanc. Mais d'ailleurs, il y a aussi dans le film, je trouve, un rapport, je sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, c'est comme si Rivette disait, bien sûr, mais je me laisserai jamais réduire à ça. Il y a une manière quand même de convoquer la nouvelle vague et en même temps, non pas de la tenir à distance, mais Il de n'a pas en pas besoin faire. ni de la convoquer, ni de la tenir à distance. Ce que je veux dire, la présence d'Anna Karina, la présence de la Sosabo, Ça, c'est de la fidélité. Oui, c'est de la C'est pareil. fidélité. Oui. C'est pas... La vraie vie d'écouter. D'ailleurs, moi j'étais. Quand il m'a dit ça sera Anna Karina qui jouera ta mère, là j'avoue que c'était. Waouh! J'en suis pas Je croyais que tu en avais rêvé Ça, et que tu avais dit. Ah, c'est possible, je me souviens pas. Tu me l'as raconté. Ouais, c'est possible. Tu- Peut-être j'ai perdu la mémoire. Non, mais je me souviens quand même que c'était une sorte de miracle ce truc-là. Oui, c'est un miracle parce Ouais. qu'il t'a dit ce sera et tu avais dit je voudrais Ah, que ce soit elle. Ah bah écoute. En tout cas, moi, tu me l'avais dit. Ah, mais c'est sûrement, peut-être que. Mais je me souviens quand il lui a proposé, qu'elle lui a dit oui, qu'il me l'a dit. Parce que c'est. Voilà, c'est. Bon,
Ben, en plus, elle était tellement adorable. Voilà, quoi. Mais elle aussi, c'est une ça icône, je quoi. dirais que ça se voit, l'actrice, là je parle pas du personnage, à quel point elle aide les autres dans le plan, ou elle aide les autres, la manière dont elle vous parle à la partie de cartes, il y a une façon, et du personnage et de l'actrice, non pas de vous mettre en scène, mais de vous dire tout se passe bien. Oui, mais elle était d'une gentillesse totale, Anna Karina. Je me souviens, elle nous avait offert à toutes un petit cœur en or que j'ai toujours. Moi aussi, hein, toutes les trois. Elle était extra. Peut-être une dernière chose, et cette fois je vous promets, je vous donne la parole. Là aussi, on sait, alors pour en finir avec la nouvelle vague, que Dieu sait que la nouvelle vague a tapé sur la question du scénario à l'ancienne, ou en tout cas le scénario traditionnel. Le texte de Truffaut, certaines tendances du cinéma français qui faisaient que un peu le scénario était l'ennemi. Et en même temps, il y a quelque chose avec la pratique de Rivette qui donne le sentiment que le scénario revient, mais il revient plus jamais comme avant. Et que finalement la place des scénaristes dans son cinéma, elle tient compte j'allais dire, des critiques adressées par la nouvelle vague au scénario d'antan, et en même temps elle fait la part belle aux scénaristes jusqu'à vous mettre dans le film, hein, l'un et l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le scénariste pour Rivette, là encore, c'est pas à un moment du film. Non, et c'est puis un complice voilà. du temps, dans le temps. C'est un complice tout du Dans la long. durée, oui. Et que finalement, À travers le film. voilà, dans son cinéma, finalement, il y a comme une façon de réinventer la place et le rôle du scénariste. C'est vrai. Non, mais comme dit Marianne, Jacques est généreux, c'est-à-dire qu'il il donne à chacun il n'y a pas de place secondaire. Chacun est, il rend à chacun son lieu. Il met pas les gens en frustration. Ah bah. Il y a pas je trouve qu'il ne met pas les gens en frustration. Ce qui peut arriver parfois là, il n'est pas du tout. Il n'y a jamais de moment où sur le tournage, il est tendu, il est... Si, Si. ça arrive, oui. Parce que Alors, c'est pas- ça dépend des tournages, ça dépend des films, mais il a pu y en avoir où il était plus que tendu, où c'était... Il ne voulait pas tourner, quoi. oui, carrément. Quelquefois, il fallait le chercher par la peau du cou pour l'amener sur le tournage. Il a passé Mais c'était pas une celui-là. après-midi entière sur le bûcher de Jeanne en disant je ne veux pas tourner. Mais pas sur celui-là. Non, celui-là. Pas du tout. Des questions ou des remarques ou des interprétations. Je peux frapper? Pardon. Attends, il faut juste un micro. Il arrive. Le film est 94 et j'étais étonnée de la légèreté de l'époque. Il y a la légèreté de Rivette par derrière, avec les jeunes filles en fleurs, vos jupiers flottants, c'est formidable. Toute la chorégraphie, qu'est-ce que vous en savez bien, vraiment, chapeau. Mais c'est surtout cette légèreté, quelquefois énervante d'ailleurs, le côté aléatoire, le côté, comment dire, il faut être imaginatif à chaque séquence, même si on ne comprend rien, voilà, c'est pour moi. Comment dire, je ne suis pas une adepte 300% de Rivette, mais c'est vrai qu'il y a une joie de vivre, une bonne humeur, d'un monde qu'on a l'impression qu'il ne reviendra plus jamais. C'est ce que j'ai ressenti. Hein. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai ressenti. Je suis une dame aujourd'hui, mais vraiment, c'est quelque chose qui est magnifique. Et rien que pour cela, très heureuse d'être là. Merci. Au fond, je crois qu'il y a une question. Bonjour, merci d'accompagner le film et je voudrais profiter que vous soyez assemblés deux comédiennes et deux co-scénaristes pour essayer de savoir comment se délibère la question de la résolution des dilemmes moraux dans le récit. Est-ce que c'est quelque chose qui est déterminé dès le canevas à l'avance ou est-ce que ça s'invente au fur et à mesure notamment sur ce qui va advenir avec ces papiers qui ont circulé, qui sont volés, etc. Ou sur d'autres exemples, si vous en avez d'autres en tête. Ou l'argent volé.
ou la question de l'argent volé. Les trois cas moraux, là, sont très dessinés, évidemment, et décidés avant le tournage. Ça, c'est ce à quoi Jacques tient beaucoup. Sur la dernière idée que renverront chaque personnage. C'est comment il aura résolu son dilemme. Ça, c'est primordial. Oui, mais au moment de l'écriture du scénario, comment ça se décide? Au moment de l'écriture dès le canevas ou au fur et à mesure Non, alors, disons, des sessions? Comment dire, il y a des trajectoires qui sont en pointillé. Hein. En pointillé, ça veut dire que on sait, en gros, disons comment la trajectoire, mais en fait, beaucoup de choses se décident quasi à la dernière minute. Par exemple, je me souviens la scène dans la chambre d'hôtel avec Marianne, le dernier coup de fil du père. Je crois rien n'était décidé à l'avance. Ça s'est écrit à la dernière minute, comme ça. Non. Moi, j'ai oublié. Non. Dans le micro de Bah, enfin, dans vos souvenirs, si. Mais, Dans le mien, non. mais en l'occurrence, cette scène, c'est moi qui l'ai écrite. Il doit être très... C'est la manipulation du Bétienne qui vous divise. Mais on savait qu'elle éliminerait ces papiers, qu'elle en ferait fi. Oui, Alors, oui, c'est ça que je veux dire quand, Alors, quand, t'as peut-être quand écrit les qu'elle les scènes sont. déchire, mais Jacques avait décidé que ça ne deviendrait plus une preuve matérielle. Et ça, c'est la morale. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. C'est ce qui veut dire par le. Il y avait en quelque sorte l'arc ou le point d'aboutissement. Oui, ça, c'est décidé à l'avance. Oui. De toute façon, il y a une morale générale du rédacteur, comme vous l'avez dit, que quelqu'un de très bien, il va être de droit, et donc il ne va pas... voilà. Mais je ne sais pas si c'est un rapport, mais je me souviens avoir lu que, je crois, à certaines des actrices, peut-être vous et Nathalie, me semble, il vous avait donné Dostoïevski à lire. Vous vous souvenez de ça? Alors, Dostoïevski, quel Les livre? Possédés et L'idiot. Bah, c'est possible parce qu'il donnait des livres à lire, des films à voir. Mais Bah, Dostoïevski, je ne sais pas souvenir, je suis Stevenson. Uh-huh. Mais Dostoïevski, je ne sais pas, qu'est-ce que vous vous souvenez de Dostoïevski? Je me souviens pas. Je me souviens à un moment, il avait eu l'idée d'adapter l'adolescent. Alors, et donc, je me souviens qu'il nous avait demandé de lire l'adolescent, je sais pas. Et moi, alors, c'est le seul roman de Dostoïevski que j'ai jamais réussi à lire. Que j'ai jamais réussi à dépasser les 20 premières pages. Donc je l'ai dit, et puis du coup, Oui. Tiens, attends. Fais plutôt passer le micro là. Non. Fais-le passer comme ça. Je peux faire tout le tour. Là-bas. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir, par rapport à Rivette, je ne connais pas vraiment ses films, mais je voulais savoir s'il avait une idée précise de la façon de montrer Paris. Est-ce qu'il avait l'impression, quand il tournait ce film, qu'il voulait montrer une époque de Paris, avec une façon de vivre à Paris, ou est-ce que c'était en plus, ou en accompagnant le scénario? Je sais pas ce que t'en vois. Moi, j'ai le sentiment que oui, parce que je me souviens que c'était une des premières choses qu'il nous avait dites, qu'il voulait filmer Paris l'été, vide, les jardins, les parcs. C'était surtout tourné dans le 13e et le 14e, c'est-à-dire pas des quartiers qui ont été très, très souvent filmés, pas le centre. Donc j'ai le sentiment qu'il avait envie de montrer un Paris un peu... Oui, c'est ce que tu disais au début, je crois. Au début, l'idée, c'était de faire un film avec des filles dans Paris au mois d'août. Bon, évidemment, à partir de là,
fallait trouver autre chose. Il a beaucoup filmé Paris, Jacques. Oui, Souvent. on pourrait dire que ce canevas-là est un canevas qui lui a servi plusieurs fois. C'est-à-dire ce désir-là du Paris en été, c'est aussi bien Céline et Julie vont en bateau que le Pont du Nord. Donc ça peut être pour lui, j'ai l'impression que l'été, et à la limite que Paris se vide, devient tout d'un coup, presque ça provoque un appel d'air, quoi. C'est toujours un peu les mystères de Paris. Bon, son premier film s'appelait Paris nous appartient. Hein. Les mystères de Paris, la poésie de Paris, c'est sa marque de fabrique, à Jacques. Oui. Nancy. À votre gauche. Vous parlez fort, peut-être. Non, il arrive. Peut-être une question sur le titre. Comment le titre du film est venu et comment vous le comprenez? Moi, je comprends le fragile, mais le C'est une bas, très bonne peut-être. question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est Jacques qui l'a trouvé, ce titre. Hein. C'est pas toujours... Enfin, c'est souvent lui qui trouve les titres, pas toujours. Mais là, il l'a trouvé. Et moi, je trouve ce titre génial parce que ça... À la fois, ça définit... Bon, évidemment, c'est en rapport peut-être avec le métier que fait Nathalie, livreuse, mais ça définit à la fois le film, le cinéma de Jacques, Jacques lui-même. Enfin, avec un bémol, cette fragilité, elle est relative, parce qu'il est en même temps très fort. Mais ce côté... Bon, on sait qu'il avait un côté bipolaire, hein, haut, bas, fragile. Voilà. C'est un titre cubiste. Et je me souviens de la discussion, moi, du moment du titre. Et il y avait aussi le fait que c'était les trois filles aussi. Au bas fragile, ouais. Donc, à la fois, il y avait Jacques et il y avait nos personnages aussi dedans, dans le titre. Voilà. Sachant qu'il est très difficile finalement de déterminer, même si on pourrait attribuer un adjectif à chacune, laquelle est fragile, laquelle est bas et laquelle est haut. Voilà, et ça tourne, en fait, ça tourne. C'est peut-être une des significations aussi du titre, que finalement les adjectifs conviennent à chacune, mais à tour de rôle. Mais c'est vrai que c'est un titre magnifique. Et qui donne l'idée aussi, évidemment, d'un déménagement. C'est-à-dire que voilà, on s'installe jamais, on n'est jamais propriétaire. Enfin, tout est tout le temps en mouvement. Enfin, on va déménager, on déménage, quoi. Oui, ça déménage. Mais Pascal a raison, c'est un titre très autoportrait aussi. Déjà. Juste une remarque, là sur Au bas fragile, le titre, il y a aussi le côté quasiment commun, le produit manufacturé, enfin, qui sort de l'usine, etc. Enfin, c'est vrai que c'est remarquable d'avoir trouvé un titre comme ça. Je passe cet aspect. Je voudrais quand même... C'est tout le contraire de ce qui sort de l'usine. Hein. Oui. Ce que tu veux mais dire, c'est comme la caisse... Ah oui, c'est comme la caisse, mais... Enfin, vous voyez... Enfin, oui. ce côté... quand tu vois le générique, tu as quand même la caisse et les trois ordres des ordres. Quoi. Oui, ça pourrait même se dire... D'ailleurs, le titre n'est pas... Au fragile bas. Oui, d'ailleurs, c'est écrit Au fragile bas. Voilà. Comme... Bon, bref, ce truc de tourniquet, on peut passer. C'était juste... plus par rapport, entre guillemets, au contour du dessin du personnage de Dida, donc, entre guillemets, alors là je vais encore ajouter, il y a un scénario qui est, entre guillemets, importé, donc Laurent Scott livre un deuxième scénario, ou un scénario secondaire au canevas principal, et je voulais savoir comment Jacques Rivette, entre guillemets, s'en empare, et si, par exemple, le personnage d'Ida correspond absolument ou à peu près au dessin d'origine, où il a quand même modifié, je rajoute, qu'elle fait plutôt déconnante par rapport au personnage régulier chez Rivette. C'est vrai, c'est plutôt faux, mais c'est juste à développer peut-être. J'ai pas vous trouvez qu'on Il y a des scènes cocasses quand même. Ah oui. Bah, c'est le côté humour, ça. Après, Jacques, c'est vrai qu'on a toujours l'image de Jacques très sérieux, mais comme le disait tout à l'heure Marianne,
D'ailleurs, je trouve que la photo sur la rétrospective, c'est tout d'un coup, il partait d'un immense éclat de rire. C'est-à-dire qu'il rigolait pas comme ça, mais c'était d'un coup et il riait très fort, comme sur cette photo, je trouve. Donc, c'était quelqu'un qui avait plein d'humour, en fait. Et je pense que le côté léger, il y a quand même beaucoup de légèreté, hein, même s'il y a des sujets graves. Je pense que c'est ça qui lui plaisait aussi, c'était qu'il y avait ce côté léger, quoi, et pas prise de tête. Voilà. Après, pour répondre à votre question, il n'a rien touché, Jacques, en fait. On a même, sur certains rôles, il m'a dit ah, bah, tu verrais qui dans le rôle, là. Donc j'ai pris mon professeur de théâtre de l'époque, Marcel Bozonnet, par exemple. Voilà. J'avais un copain, acteur, celui qui fait disquaire. Voilà, il était très ouvert. La seule chose à laquelle... Hein? Voilà, mais ça, c'est toi, tu faisais partie déjà de la bande, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la seule chose à laquelle il tenait, c'était cette fin. Voilà, ça pour le coup, je me souviens qu'on en a parlé, mais c'était son choix. Et après, évidemment, comment il l'a inclus dans son film, ça lui a appartenu aussi, parce que ça vient ponctuer l'histoire des deux autres filles. Ça, c'est sa construction, en fait. Et la vôtre aussi, peut-être. C'est pas une ponctuation. Non, mais quand je dis ponctuer, c'est peut-être pas le bon mot, mais pointillé, tu disais là, les mots pointillés, c'est pas mal, ça. Ça fait partie de l'ossature. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est lui. C'est pas moi. Voilà. Il a pris le... C'était ça, sa force. C'est que je pense que c'est pour ça qu'il a mis du temps à me répondre. Parce que si l'histoire qu'il trouvait bien, en l'occurrence, n'avait pas fonctionné dans sa structure de ce film qui était en train de se créer, il ne l'aurait pas pris. Parce que bon, je sais qu'il m'aimait bien, mais pas au point de... Voilà. Donc c'est que ça l'a intéressé, ça. Oui, absolument, voilà. Parce qu'il y a effectivement quelque chose de pas fermé dans la structure du film, donc il pouvait tout à fait... Voilà. Inclure ça. Inclure ton histoire et t'accueillir parce que il y a ce côté justement pas fermé, pas terminé. Peut-être une dernière question à vous deux, Christine Laurent et Pascal Bonizère, parce que l'un et l'autre vous entrez, j'allais dire, en Rivetti ou avec Jacques Rivette dans les années 80. Pascal avant. Voilà, Pascal avec L'amour par terre et vous à partir de La bande des quatre. Et ensemble, tous les deux, parce qu'il aurait pu finalement par la suite tantôt travailler avec l'un, tantôt travailler avec l'autre, vous avez fait quasiment tous les scénarios de Jacques Rivette jusqu'au bout. Je crois, Pascal Bonizère, c'est plus d'une dizaine de films avec Rivette, vous c'est quasiment une dizaine. J'avais envie de vous... Et il vous a toujours, j'allais dire, casté ensemble. Si vous deviez l'un et l'autre dire finalement, j'imagine que lui le faisait Rivette par... Est-ce que, par exemple, Pascal, vous sauriez dire ce que Christine avait en propre pour Jacques et vice-versa? Voilà, ça c'est une question... C'est la dernière. Non, mais je sais pas du tout comment répondre à une question comme ça. Jacques aimait je crois les parties à trois pentes, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça lui... Et ça fait partie du côté manipulateur dont tu parlais un peu aussi. C'est-à-dire qu'il aimait... Il était content quand il y avait de la contradiction entre nous. Il y en avait. Hein? Il y en avait. Je vous fais confiance. Il était très content, ça. Mais alors, disons autrement, dans le travail, qu'est-ce que chez l'autre, chacun d'entre vous, trouvez en se disant « Ah, ça, je ne l'aurais pas trouvé ». Comment vous... Parce qu'il fallait que ça marche aussi entre vous. Ah ben, moi, il y a plein de scènes que je ne me sentais pas capable de faire. J'étais persuadée que Pascal serait génial là-dedans. Ça, c'est évident. Je sais pas, moi c'est très difficile a posteriori. D'abord, on a quand même fait beaucoup de films.
ils sont très très différents les uns des autres. C'est-à-dire, comme je disais, à chaque fois, le challenge était différent. Hein. C'est sûr que Jeanne la Pucelle et oui. Pas fragile. Bon. Oui, mais la Belle Noiseuse, Jeanne la Pucelle, Au Pas fragile, chaque film était à la fois avec une forme différente et un défi différent. On a même écrit un scénario, un vrai. Oui, c'est-à-dire que... une adaptation. C'est-à-dire, oui, le seul film, effectivement, qui a été écrit intégralement avant, c'est Ne touchez pas la vache. L'adaptation de Parce La Duchesse de que c'était pas volontaire, je crois qu'il aurait tout à fait souhaité que ça se passe comme d'habitude, mais à cause d'indisponibilité de Christine et de moi, on a dû l'écrire avant. Moi, en fait, j'ai tourné l'un de mes films exactement en même temps, au même moment que Jacques et Christine aussi. Donc il fallait que le scénario soit écrit avant. Et d'ailleurs, c'est un scénario qui était en outre un deuxième choix parce que on avait prévu une autre histoire avant qui n'a pas pu se faire parce que le scénario n'a pas convaincu les membres de la mention recette. Ni nous. Voilà. Ni nous-mêmes d'ailleurs. Et donc il a fallu changer. Je croyais que Ni nous, c'était le titre du film. Non, ni vous-même. Non, ni. On va prendre alors, vraiment la dernière question. Je crois qu'il y avait encore une question, c'est ça? Non? Voilà. Alors allez-y. Je voulais simplement apporter un petit témoignage personnel sur effectivement cette personnalité de Jacques que je prendrai au moment du tournage de Jeanne la Pucelle. La scène des cerises, hein. Celle d'après, celle qui suivait cette des cerises. J'avais le plaisir de jouer le rôle de Jean de Luxembourg. Et ce que je voulais simplement dire, c'est quelque chose se mettait en train, en fait, dès qu'une scène, un plan, une séquence devait être trouvée, vécue et travaillée. Mais aussi, d'autres choses, c'est que lui-même ne savait pas toujours les choses. Et il suffisait simplement de lui demander, mais là, Jacques, est-ce que le personnage pourrait faire ceci, ou peut-être pourrait faire cela, ce qui serait mieux? Et il s'affichait de façon régulière et je ne sais pas. Et je laissais les mains en l'air, prenais la moue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis le deuxième point, c'est que justement après cette scène des cerises, le plan avait duré très très longtemps parce qu'il y avait un travelling très compliqué. L'équipe était fatiguée, je pense. Et Jacques lâche là, devant tout le monde, quand vous saurez qu'au cinéma, nous sommes seuls, vraiment seuls. Et donc, à côté du manipulateur ou de l'homme joyeux, je crois qu'il faudrait dire aussi l'homme seul, au sens très fort du terme, de ce que signifierait cette solitude et cette capacité de création à laquelle il nous renvoyait quand nous devions trouver des personnages et trouver le vécu et la vitalité de ces personnages. Absolument. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie vraiment. Oui. Un monsieur là. Alors voilà. La dernière. Là ici. Merci d'accepter cette dernière question. Sur le process d'écriture, je suis un peu. C'est une question un peu aigre-douce, un peu provocatrice. J'étais un peu étonné de ce que j'imagine être la couture partie du canevas dès le départ, ou s'il est arrivé comme ça parce que, et étonnamment, c'est ce qui amène aussi la scène finale, qui apparemment sous-tendait tout le film. Donc comment est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'il est possible que ce prétexte-là, qui me semble un peu... enfin voilà, je voulais un peu vous provoquer là-dessus. S'il n'y avait pas eu d'annonce, il n'y aurait pas eu de rencontre. Que le personnage de Laurence Cotte aille visiter chez Anna Karina parce qu'il y aurait une chambre à louer. Merci, oui, de préciser mieux ma question. C'est trop romanesque, c'est ça? Non, ça arrive trop à poil levé, c'est ça? Téléphoner? C'est trop téléphoné, c'est ça que vous dites? Téléphoner, non, mais léger.
Mais c'est pas, moi, ça me gêne pas du tout. Moi non plus. Non, dans le fait, on a vu Barry Go Around hier, on comprend que tout peut arriver. C'est ça. Il n'y a pas de problème. À partir du Mais dans moment... le process d'écriture, voilà, est-ce que ça fait partie d'une discussion ou pas? Parce que c'est à la couture entre les deux scénarios, j'ai l'impression. À partir du moment où Ida, dans la boîte, a vu sa mère chanter, il y a un des très rares gros plans du film, très long, absolument bouleversant, qui tire des larmes à n'importe qui, parce qu'on lit ce qu'elle a dans la tête. À partir de là, il faut que ça aille vite. Il n'y a pas besoin de... Oui, c'est vrai que dans le gros plan sur Laurent Scott, on sent que le personnage, tout d'un coup, croyant avoir trouvé, est absolument déterminé. Donc après, j'allais dire la cheville narrative ou la manière dont la rencontre va se faire, ça relève presque du MacGuffin là aussi. Et après, pardon, excusez-moi, après monsieur, c'est intéressant votre question parce que ça c'est moi après, hein, mais j'ai un fantasme dans ma vie, en fait, c'est que les choses arrivent parfois, alors là c'était peut-être comme ça aussi que c'était écrit, que parfois on a envie que de manière souterraine, il y a des choses qui arrivent et qui font qu'on va résoudre certaines choses. Et c'était le lieu, par exemple, la scène quand Jacques il dit oh, j'ai l'impression de vous connaître ou des choses comme ça. Moi, c'est un truc, parce que c'est basé sur mon histoire vraie, qui m'a toujours hanté de me dire que peut-être j'allais. Et souvent, je lis des histoires. Vous n'avez pas fini. Que rencontrer ma mère ou mes frères et sœurs ou des choses comme ça. Et j'ai lu pas mal d'histoires de gens qui ont la même histoire que moi, que la vie avait fait qu'ils avaient rencontré ou un frère, ou de manière totale, je lis souvent de manière totale fait accident. Par exemple, j'ai un ami, il ne connaissait pas son père, et il a mis très longtemps à être propriétaire d'un appartement, et je lui dis, je suis sûre que le fait d'être propriétaire, parce qu'il avait du mal à se poser, et ben le jour où il est devenu propriétaire, il y a son père qui l'a rappelé, quoi. Et c'était écoulé 40 ans. Hein. Donc voilà, moi ça je crois. Donc je pense que dans cette histoire de tout d'un coup la petite annonce qui arrive à point nommé, je crois à ça. Alors ça peut-être un peu vite, je sais pas, mais je pense que Jacques ça lui plaisait aussi ce côté comme ça où les choses arrivent à point nommé, je crois. C'était dès le départ. Dans mon souvenir, oui, mais après, peut-être vous avez réécrit des petites choses, je me souviens pas. C'est ça, ce que vous dites, c'est que ça paraît pas forcément vraisemblable, mais ça pourrait être vrai. Mais en tout cas, c'est une croyance que j'ai, moi, personnellement. Donc oui, après, peut-être ça peut paraître un peu, mais souvent, ça nous arrive, des choses comme ça, des synergies, où on pense à quelqu'un et il appelle 3 jours après, ou dans la journée, qu'on l'a pas vu depuis des années. Donc bon, voilà, ça racontait ça. Et c'était aussi le désir de cette histoire de faire confiance à un fil qui se tire et que tout d'un coup il y a une résolution, voilà. Pas forcément une enquête avec un détective privé. Voilà. Par ailleurs, on dit tous que c'est ta mère, mais en fait, comment ça arrive? Voilà. Exactement. Oh, mais ça c'est très rivetant, par contre. Voilà. Ben oui, parce que Nemours, ça n'a pas l'air de la bouleverser. Non, pas du tout. Mais ça, là, encore une fois, c'est vraiment le désir de Jacques, ça. Ouais. Bon, 1000 merci. Merci à vous. Maintenant que vous êtes chaud, puisque finalement le film est allé vite, à 7h30, donc Le Pont du Nord, présenté par Caroline Champetier. Voilà. Oui.